Lundi 28 août, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode de F1 Podcast. Aujourd'hui pour vous, un épisode chargé. Nous avons eu droit à un Grand Prix rempli d'action en direct de Zandvoort. Nous allons faire un retour, bien entendu, sur la journée de samedi et de dimanche. Les réponses aux questions des membres F1 Podcast que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou notre adresse courriel F1Podcast en un mot en commercial gmail.com. Mais sans plus tarder, nous débutons avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité, un dossier qui génère beaucoup de rumeurs, c'est le dossier du pilote canadien Lance Stroll. On sait que ses performances ne sont pas nécessairement à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer chez Aston Martin. Aussi du fait qu'on voit à long terme, on veut devenir une équipe compétitive, mais non seulement pas juste compétitionner, mais devenir une équipe championne du monde, autant au niveau constructeur qu'au niveau des pilotes. On sait que ça se prend, c'est quelque chose qui s'accomplit à deux pilotes, même si pour le moment, on a Red Bull qui réussit à dominer, malgré qu'on a seulement un pilote qui livre vraiment la marchandise à 100%, dont Max Verstappen, mais c'est pas nécessairement toujours le cas. Donc, si on voit à long terme, on a besoin de deux pilotes normalement en Formule 1 pour être capable de remporter le championnat des constructeurs. Donc oui, Lawrence Stroll est le propriétaire de cette écurie-là, c'est son fils Lance Stroll, mais il y a aussi d'autres actionnaires. Donc il peut y avoir une certaine pression à l'intérieur qui se fait pour dire, écoute, faut qu'on règle ce dossier-là, c'est un dossier prioritaire, ça va nous prendre deux pilotes pour bâtir une équipe gagnante. Et Lance Stroll, ben là, une rumeur un peu plus farfelue que d'autres, on mentionnait qu'il voudrait devenir joueur de tennis. On sait qu'il est déjà rendu à 24-25 ans. Ça s'est déjà vu dans d'autres sports. Un athlète changer de discipline, mais c'est pas n'importe qui peut devenir un joueur de tennis non plus. Là. C'est un sport qui est très, très compétitif. Alors à ce moment-là, on peut prendre ça avec un certain grain de sel, là, même si ça s'est déjà vu par le passé là, dans d'autres disciplines. La rumeur peut-être qui est la plus peut-être qui se rapproche plus d'une réalité, c'est que Aston Martin se serait informé des services d'Alex Albon auprès de son agent. On sait qu'Alex Albon, qui a beaucoup de succès en Formule 1 présentement, il retient l'attention depuis le début de la saison, depuis son retour même la saison dernière au sein de l'écurie McLaren. C'est un pilote qui est familier avec le moteur Mercedes. On sait qu'on utilise le moteur Mercedes jusqu'en 2026 du côté de l'équipe verte. Donc à ce moment-là, ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait pencher dans la balance. Donc, mais il y a plusieurs écuries présentement qui s'intéressent des services d'Alex Albon, avec raison. Là. On l'a expliqué pourquoi. Il y a beaucoup de succès. Il retient l'attention présentement en Formule 1, non seulement chez les amateurs, mais aussi dans les paddocks. Donc, je pense que c'est une bonne idée du côté de Aston Martin de s'informer qu'est-ce que ça pourrait prendre pour amener Alex Albon. Ça ferait un bon duo aux côtés de Fernando Alonso. Il y a aussi Alex Palou. Si vous ne le connaissez pas, Alex Palou, c'est lui qui est présentement, qui domine, qui est au sommet du classement en série IndyCar. Donc, c'est lui qui est le premier là avec déjà 4 victoires cette saison en 2023. Alex Palou, c'est un très, très bon pilote. C'est un gars qui a eu des troubles juridiques avec McLaren par le passé. Ses droits appartenaient à McLaren. Finalement, il a décidé qu'il pilotait pas, qu'il allait pas piloter pour eux autres. Il y a eu, McLaren veut le poursuivre pour avoir des sommes d'argent qu'on lui aurait déjà versées. Il y a ces petits côtés-là qui seraient réglés. Là, on pourrait être capable de mettre la main sur ces services pareils. Ça serait quand même... C'est un bon pilote, mais ce serait quand même étonnant. Ça fait longtemps là, qu'on n'a pas vu nécessairement un pilote gradué de la série américaine pour aller en Formule 1. Là, j'y vais de mémoire, là, de ce que je me rappelle. Si on se rappelle, bien sûr, il y a eu Jacques Villeneuve qui avait été en Indy avant de faire le saut en Formule 1, mais après ça, là, on avait eu Sébastien Bourdet de la Champ Car, mais ça fait longtemps. Là, c'est pas nécessairement demain matin, on veut former un jeune puis le faire graduer en Formule 1. C'est pas nécessairement par les séries américaines qui serait le parcours recommandé si on se fie à la tendance des dernières saisons. Donc, ça serait quand même, ça ferait longtemps qu'on n'aurait pas vu ça, un pilote passer de la Indy à la Formule 1, mais Alex Palou, c'est un pilote qui a beaucoup de talent, donc ça pourrait être un bon ajout à une écurie comme Aston Martin ou à n'importe quelle autre écurie en Formule 1. C'est certain que ce gars-là a fait ses preuves pour l'instant, qu'il a beaucoup de talent. Est-ce qu'il est capable de transposer ça en Formule 1? Ça reste à voir. On en a déjà vu par le passé, donc je vous nommais Sébastien Bourdet pour qui ça n'a vraiment pas fonctionné. Donc ça pourrait être aussi un échec, mais c'est à considérer que c'est un bon talent présentement dans le domaine de la course automobile. Donc c'est ce qui se trame un peu, là, ça va être à surveiller dans les prochaines semaines autour de Lance Stroll. Est-ce qu'il veut continuer sa carrière en Formule 1? Est-ce que c'est seulement des rumeurs? Est-ce que c'est vrai que c'est lui qui veut plus ou c'est Aston Martin, son père, qui prendrait la décision de dire non, nous on veut gagner, donc ça passera pas par toi mon fils, on va passer à autre chose. Donc ça va être à surveiller au cours des prochaines semaines.
L'autre dossier pour les gens qui sont amateurs de mode, ben, il y a Ferrari qui aura des combinaisons spéciales pour le Grand Prix de Monza ainsi qu'une livrée spéciale de leur voiture. Ça va être intéressant de voir la SF23 avec des belles couleurs. On a déjà vu les combinaisons sortir aujourd'hui. Si vous ne les avez pas vues, vous pouvez aller voir sur notre page Facebook. Je les trouve magnifiques. Il y a un mélange de rétro avec au goût du jour aussi. C'est très très beau. Ça ramène un peu l'histoire de Ferrari. Ça laisse place à plusieurs blagues. Là, on sait que le problème, présentement, c'est pas la couleur de la voiture et c'est certainement pas comment les pilotes sont habillés. Le problème, on a plusieurs autres défauts à régler pour les écuries italiennes, mais quand même, c'est beau à voir. Là, vous allez, on aime toujours ça, hein, voir des nouvelles voitures, les nouvelles couleurs, tout ça. Donc, dans les prochains jours, on devrait avoir le dévoilement de la voiture pour Monza. L'autre chose qui a attiré mon attention, c'est les déclarations de Mercedes par le pilote George Russell, ainsi que Toto Wolff. Moi, là, je vais vous dire, j'ai beaucoup de respect pour l'écurie Mercedes et les accomplissements qu'on a faits au cours de la dernière décennie. Là. Avant Mercedes, là, on fixait la barre, c'est nous qui montrions c'est quoi l'excellence, on fixait les standards. Et puis maintenant, on dirait qu'on a plus tendance à vouloir s'accrocher au passé et dénigrer le présent. Donc ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Puis je vous explique un peu la déclaration. C'est Toto Wolff qui a voulu peut-être soulever qu'il se passerait quelque chose à l'intérieur de chez Red Bull, comme quoi que on essaierait volontairement de toujours désavantager Sergio Perez. Je vois pas pourquoi qu'on voudrait faire ça chez Red Bull. On n'a aucun avantage à vouloir ruiner la carrière de Perez. Si on avait voulu un pilote qui peut pas compétitionner, mais on aurait juste gardé Pierre Gasly quand il livrait pas la marchandise. On aurait gardé Alex Albon qui était jeune puis qui avait du mal à trouver ses repères. Donc, on n'aurait pas voulu faire des changements puis aller récupérer, sauver la carrière de Sergio Perez si on voulait pas vraiment avoir deux pilotes qui sont capables de compétitionner. Donc, de soulever ce point-là de la part de Toto Wolff, je trouve que c'est un manque de professionnalisme un peu de dire que comme quoi qu'on voudrait avantager toujours Max Verstappen. On le sait, là. Puis c'est un peu dur aussi à suivre de la part de Toto Wolff parce qu'une journée, il fait une déclaration de dire « ça me fait pas plaisir », mais Max Verstappen est dans une classe à part présentement. Il est le meilleur pilote en Formule 1. Puis après ça, il soulève le point que c'est bizarre qu'il y a tant de différences de performance entre Perez et Verstappen. Quand on sait complètement n'importe qui suit un peu la Formule 1 ou la course automobile depuis quelques saisons, on sait que Verstappen, c'est un talent générationnel. Pour les gens qui ne sont pas rendus à cette conclusion-là encore, ben écoutez, il vous manque, faut écouter plus de courses ou renseignez-vous parce que il a fait plus épreuves. Là. Je comprends que dans les 3-4 premières saisons, on pouvait peut-être dire c'est à cause de ça, c'est à cause de ci, il est trop agressif, et tout. Mais là, à chaque week-end, n'importe qui ouvre son téléviseur voit bien que ce pilote-là, il est capable d'aller soutirer le meilleur de sa voiture week-end après week-end. Et c'est pas juste F1 Podcast qui va vous dire ça, c'est n'importe qui me porte une attention à la Formule 1. On a entendu plusieurs anciens pilotes sortir pour le dire à quel point qu'il avait un talent exceptionnel. Donc, on peut pas le comparer à Sergio Perez. C'est pas la même qualité de pilote. Donc, il y a une différence de performance entre les deux. Je pense pas qu'on a nécessairement besoin de saboter sa voiture pour permettre à Verstappen de battre Sergio Perez. Là. On a déjà vu ça au début de la saison. Oui, Perez était plus près de Verstappen, mais si on suit l'historique de la carrière de Sergio Perez, on sait que sur des pistes à virage rapides, ben ce n'est pas son fort. Donc, c'est sûr que quand on va à Monaco, à Singapour, ou comme on a vu en début de saison, justement à Monaco, là, il va être capable d'aller sortir le meilleur et être plus compétitif, mais à Bakou, on sait, c'est pas pour rien, il a gagné 2 fois ce Grand Prix-là, donc s'il n'a pas tant de victoires que ça en Formule 1, il gagne 2 courses par année, puis c'était la deuxième fois qu'il gagnait à Bakou. Donc on voit c'est quoi son expertise, c'est vraiment, on l'a nommé le roi des circuits urbains, et c'est pas pour rien, mais là on est sur une série de courses qui ne sont pas sur des circuits urbains, on est sur des circuits très très rapides avec des virages rapides, donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'il peut pas nécessairement se rendre justice. Donc oui, on a Toto Wolff qui s'en va dans les médias qui dit ça. Est-ce que c'est une forme de diversion pour détourner l'attention de Mercedes? Est-ce qu'on n'est pas sorti là, je pense pas sorti de l'auberge chez Mercedes, on a encore beaucoup de problèmes à régler, on a un manque de constance. Week-end après week-end, on commet des erreurs. Donc, à ce moment-là, d'aller dans les médias puis de parler plutôt de Red Bull que son équipe, ça détourne un peu l'attention. On a aussi George Russell qui s'est joint à la fête en disant qu'on pouvait mettre au moins 10 pilotes dans la Red Bull qui pourraient gagner comme Max Verstappen. Encore là, je trouve que c'est un manque de respect. Non seulement envers Verstappen, mais surtout envers le sport. C'est de dire comme, si on fait une bonne voiture, ben n'importe quel pilote pourrait gagner à l'intérieur de ça, quand que n'importe qui sait que c'est complètement faux. Année après année, on a eu des pilotes qui sont super
qui étaient bons puis que leurs coéquipiers n'étaient pas capables de suivre. On en a encore la preuve. Il suffit de regarder justement Fernando Alonso, qui est un pilote dominant, un double champion du monde. Lance Stroll ne peut pas compétitionner avec lui. C'est pas vrai que n'importe qui va être dans la Aston Martin, n'importe qui aurait piloté la Aston Martin en fin de semaine, aurait réussi à placer la voiture en deuxième place pour aller chercher un podium. Ça, c'est complètement faux. On l'a vu aussi lors du week-end. T'as Alex Albon puis t'as Logan Sargent. T'as Albon qui fait une bonne performance, mais t'as Logan Sargent qui commet une erreur, qui bousille sa qualification, qui bousille sa course. On va en venir plus tard à ça, mais c'est pas vrai de dire que n'importe qui, quand t'as une bonne voiture, ce serait facile de gagner. C'est tellement facile de commettre une erreur dans une Formule 1 et de connaître des week-ends parfaits, c'est pas donné à tout le monde. T'as des gens qui ont même pas connu un week-end parfait encore cette année en 2023. Il y a toujours une petite erreur, Donc, il faut reconnaître que Verstappen n'en commet pas d'erreur. Lando Norris le dit, ça vient de plusieurs pilotes. Même Damon Hill a commencé à se rendre à la conclusion de dire que vraiment quelque chose de spécial qui se passe cette saison-ci avec Verstappen, qui lui rappelle Michael Schumacher que les autres pilotes de la grille ne pouvaient qu'attendre qu'il commette une erreur, mais il n'en faisait pas. Donc à ce moment-là, il dominait la série et la saison à ce moment-là. Donc j'ai trouvé ça malheureux de leur part, puis je trouve qu'on se tire dans le pied un peu parce que c'est tellement une grande écurie. Ils ont gagné 8 championnats consécutifs des constructeurs, puis on tombe un peu dans le salissage de vouloir discréditer quelqu'un qui domine quand on sort d'une domination chez Mercedes. Donc, j'aimais pas ça quand les gens faisaient ça de Lewis Hamilton, de dire « c'est juste la voiture, on pourrait mettre n'importe qui dedans, puis on gagnerait. » Donc, à ce moment-là, j'aime pas plus ça quand on le fait aux dépens de Red Bull. Je trouve que c'est mauvais pour le sport. C'est un sport qui est en santé. Il y a une grande émergence partout à travers le monde pour le sport de la Formule 1. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à comprendre ce sport-là, qui vont dire « c'est juste une voiture, n'importe qui peut piloter, on a tous des permis de conduire », mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, pour des professionnels comme George Russell ainsi que Toto Wolff de tomber dans cette game-là, ben je trouve ça malheureux, puis je trouve que c'est dégradant, puis ça fait un peu, je trouve que ça fait pâlir un peu l'emblème, ce qu'on a construit chez Mercedes au cours des dernières saisons. C'est mon opinion, mais ça me fait plaisir d'en discuter avec vous. Si vous voulez nous envoyer vos commentaires, comme je vous dis toujours, F1 Podcast, vous pouvez nous envoyer par Messenger ou par Gmail. Moi, j'adore discuter, en autant que vous avez des opinions, puis emmener, tout ça, c'est toujours le fun de débattre sur ces sujets-là dans le respect. Et c'est ce qui conclut le côté actualité. Maintenant, passons au week-end de course. Séance de qualification, comme je vous disais en début d'émission, on a un épisode très chargé, donc je vous passe ça sur les grandes lignes, les plus gros points qu'on a eu lors de cette journée-là de samedi. Moi, je pense qu'on a eu encore une fois une qualification très excitante. Il y avait la température qui était là. Il y a Zandvoort aussi qui est un circuit qui donne beaucoup, qui procure beaucoup d'émotions et d'action. C'est la configuration qui est faite. C'est comme une grande montagne russe. On vous avez vu les virages. Ça, c'est très complexe. C'est un enchaînement de virages. Donc, il faut vraiment être à la bonne place. C'est très facile de commettre une erreur. Il faut être aussi très téméraire. Il faut vraiment prendre des risques. Plus qu'on prend de risques, plus que ça va nous récompenser au bout de la ligne. Donc, c'est vraiment les pilotes qui sont les plus téméraires, qui ont la plus grande confiance envers la voiture, qui sont capables de vraiment soutirer le meilleur. C'est vraiment eux qui vont ressortir à Zandvoort et c'est ce qu'on a eu droit de voir. On a vu que les pilotes qui ont pris un peu plus de risques ont été capables d'aller chercher les meilleures positions. Max Verstappen qui a eu la pole, Lando Norris était très très près de lui. Tout au long du week-end, on a vu que McLaren avait emmené encore une fois une voiture très compétitive. Toute la journée de samedi, on voyait que Lando Norris était là et on pouvait peut-être croire que c'était possible d'aller signer la pole position. Finalement, Max Verstappen a signé un tour canon en dernier lieu, puis on a pu voir les comparaisons, là, vraiment Lando Norris aux côtés de Max Verstappen. Pour ceux qui ont eu la chance de voir ça, on voyait que Lando Norris était même en avance après le premier secteur sur son dernier tour, mais c'est vraiment dans le secteur 2, le secteur 3 que Verstappen a réussi à ouvrir la machine et aller se négocier une avance de plus d'une demi-seconde pour signer la pole position, ce qui est assez énorme. Le troisième, ça a été George Russell à bord de sa Mercedes. Très belle performance. On avait vu au cours de la journée de vendredi, il s'en
semblait avoir des difficultés, mais comme on avait discuté dans l'épisode de Bienvenue à Zandvoort, l'épisode du vendredi de F1 Podcast, c'est que Mercedes, souvent, c'est une voiture qui était relativement neuve. On a changé le concept chez Mercedes, donc on prend deux plages de tests. Donc on envoie Lewis Hamilton faire certains tests le vendredi et on fait d'autres tests avec George Russell. Donc c'est peut-être pour ça ce qui explique que George Russell n'était pas nécessairement compétitif vendredi, mais il l'était samedi. Lewis Hamilton, lui, s'est fait exclure en Q2, donc il s'est contenté de la 13e position. Il avait été bloqué par Tsunoda, c'est ce qui l'a privé d'être capable de faire un tour compétitif. Tsunoda a aussi été pénalisé après la course. Il y a plusieurs pilotes, ça aussi on en avait parlé vendredi, que Zandvoort était propice à causer des pénalités. Il n'y a pas beaucoup d'espace sur ce circuit-là, donc ça prend beaucoup de communication des ingénieurs. On avait pointé du doigt que Ferrari aussi, il fallait qu'on améliore ce point-là, on l'a pas fait. Ça a failli coûter une pénalité à Carlos Sainz parce qu'on lui a pas dit à la sortie des pluies qu'il y avait Piastri qui s'en venait. Il a failli avoir collision entre les deux. Finalement, comme les deux ont réussi à passer Q1, on a comme passé l'éponge de ça chez les commissaires, mais ça aurait pu être catastrophique. On aurait pu se retrouver que Sainz cause une collision et sort Piastri. Donc, encore une fois, problème de communication chez Ferrari. Pourtant, c'est si simple que ça de dire, écoute, on te renvoie en piste. On peut pas voir la sortie des pluies, là. Des fois, quand la vitesse qu'on arrive avec la ligne droite, les pilotes avec le halo, ils ne peuvent pas se tourner la tête, là, comme qu'on voit dans une voiture. Donc oui, dans un auto, on a une auto normale de tous les jours qu'on utilise, on a des angles morts, mais c'est d'autant plus vrai dans une Formule 1. Donc on a besoin de la communication de nos ingénieurs et c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas amélioré chez Ferrari et ça a failli causer la catastrophe. On l'a évité de peu. Heureusement, Carlos Sainz n'a pas causé de collision, il n'a pas été pénalisé pour ce qu'il a fait. Mais du côté de Tsunoda, ben lui, on a jugé qu'il aurait dû faire mieux ça. Il a bloqué Lewis Hamilton, donc on lui a donné une pénalité pour le Grand Prix de dimanche. Mais c'était trop tard pour Lewis Hamilton parce que Tsunoda était 14e. Donc les autres à l'arrière de Tsunoda ont bénéficié de cette pénalité-là, mais Lewis Hamilton a dû se contenter de sa 13e place. Pareil. Lance Stroll, lui aussi, on peut dire week-end difficile, mais en même temps, on le sait, les défauts de Lance Stroll, ce n'est pas le meilleur en qualification. Et quand on est dans des températures comme ça, faut vraiment être capable de trouver la bonne plage pour faire le bon tour au bon moment. Donc, il y a la piste qui s'assèche, il y a les pneus qui surchauffent, il y a les voitures avec le trafic. Donc, il faut vraiment être capable de trouver le bon endroit et d'être capable d'être en piste au bon moment pour signer le meilleur temps. C'est ce qu'Alex Albon a réussi à faire aussi, comme il l'avait fait à Montréal. On est vraiment bon chez Williams. On sait qu'on a ajouté James Vowles au début de la saison. C'est l'ancien directeur stratégique qui était chez Mercedes. Donc, du côté stratégie, on est vraiment à point chez Williams depuis le début de la saison, puis on réussit vraiment à innover et de sortir le meilleur de notre voiture dans des moments ou des conditions difficiles. C'est ce qu'Alex Albon a réussi à faire. Même chose pour Logan Sargent. Chez Williams, on a trouvé vraiment le bon moment quand est-ce envoyer les voitures en piste pour faire les temps les plus rapides et on a aussi amélioré beaucoup la voiture. On était capable de le voir qu'on était beaucoup plus compétitif lors du week-end. Logan Sargent, par exemple, on était tous contents de le voir. C'est le premier Américain dans un top 10 depuis les Andretti. Et on était tous contents de le voir là. Plusieurs d'entre vous ont partagé qu'on était heureux de voir finalement Logan Sargent atteindre la Q3. Puis un peu plus tard, finalement, il était dans le mur. Il a commis une erreur. Ça aussi, on a pu voir les extraits vidéo. C'est juste pour dire, on a mis un à côté de l'autre, le tour de Albon versus le tour de Sargent. Et juste pour dire qu'il était quelques centimètres à côté, la piste était un peu plus trempée, il est sorti de la zone asséchée de la piste et ça lui a causé de partir en tête à queue et d'aller frapper le mur. Quand on dit là que c'est difficile en Formule 1 et que c'est facile de commettre une erreur, on pense là, on est dans notre salon où on a même, comme on discutait en début d'émission, on a des personnes qui sont sur le circuit depuis des années puis qui vont essayer de nous faire croire que c'est juste les autos. Ben on le voit là, juste pour dire t'es une coupe de même pas centimètres, peut-être millimètres à côté puis c'est un tête à queue. Donc, on voit à quel point on marche sur des œufs, ou on peut dire on marche sur un fil de fer, là, vraiment en Formule 1. Donc, c'est vraiment un travail de précision dans des températures comme ça. Et on l'a pu le voir encore une fois, Logan Sargent a pu nous le rappeler avec son tête à queue. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé lors des qualifications. On a eu Charles Leclerc qui est allé frapper le mur aussi, encore une fois, une erreur en qualification, mais il avait quand même une bonne position, mais quand même, c'est toujours malheureux quand on voit qu'il est obligé, qu'il va endommager la voiture. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. On a eu Fernando Alonso aussi qui a signé une bonne position. Il a réussi à être dans le top 10. On a eu Oscar Piastri qui était très très bien positionné à aller jusqu'à la fin. Finalement, il s'est ramassé à l'arrière de Sergio Perez. Sergio Perez, lui, a été encore une fois une déception un peu samedi quand il se retrouve à 1,3 secondes de Max Verstappen. Oui, on en a parlé aussi en début d'émission, les différences avec la voiture et tout ça, mais d'être à 1,3 secondes entre les deux voitures, c'est trop gros, là. On peut pas voir cette
différence-là. Normalement, ce qu'on demande à Sergio Perez, c'est de se retrouver environ à 2 dixièmes de seconde de son coéquipier. L'idéal, là, normalement, on s'attend à avoir les pilotes à 1 dixième de différence quand on a des différences de talent ou des fois, on peut faire une petite erreur. On demande environ 1 dixième, mais 2 dixièmes, on est prêt à accepter ça parce qu'on sait que Max Verstappen a un talent générationnel. Mais d'être plus à 1 seconde, 0.3, c'est trop grand. Surtout quand on voit qu'il y avait une demi-seconde qui différenciait la première position et la deuxième. Donc, si Sergio Perez s'était concentré d'être juste à une demi-seconde de Max Verstappen, ben, il serait parti deuxième au Grand Prix de Zandvoort. Mais c'est des virages rapides, on a tout expliqué ça en début d'émission. Ce n'est pas un circuit dans ses forces. Donc, à ce moment-là, ça devient un peu plus complexe pour lui d'aller sortir le meilleur de sa voiture. Donc, c'est ça qui l'a relégué à la 7e position pour le Grand Prix ce week-end. Donc, c'était pas l'idéal pour Sergio Perez. Il se devait encore une fois de faire du rattrapage lors du dimanche. Donc, c'est ce qui conclut la journée de samedi. Passons au dimanche et au Grand Prix de Zandvoort. La journée de Grand Prix en direct de Zandvoort, une ambiance toujours au rendez-vous. On l'a vu dans les gradins, on est vraiment capable de le ressentir à la télévision. Là, autant la musique qui joue à tue-tête, on a les spectateurs dans les gradins qui dansent, qui chantent. C'est très plaisant à voir. Là. Ça donne vraiment le goût de l'ajouter à la liste des destinations qui sont à faire dans le championnat du monde de la Formule 1. On en a déjà discuté auparavant. Là, vous avez toutes vos places où que vous aimeriez aller si vous aviez la chance d'aller voir un Grand Prix. Eh bien, moi, Zandvoort, ça commence à être au top de la liste. J'ai eu le Mexique aussi qui est sur ma liste parce que je trouve que l'ambiance, le stade, quand les voitures rentrent, je trouve que c'est quelque chose qui est pas reproduit ailleurs dans le championnat. Mais à Zandvoort, on commence à faire ça. On voit vraiment le gros stade. On a continué à développer les environs. On a la plage qui est à proximité. Les gens aussi, c'est ceux qui sont vraiment dans la fête. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est un beau Grand Prix. De plus en plus, ça gagne en popularité quand on le voit à la télévision. Et c'est une place que j'ai de plus en plus hâte à voir à chaque année quand les voitures vont finalement aller là. Max Verstappen n'a pas déçu ses spectateurs, il était chez lui et il a été, on le sait, le roi est venu le visiter, même la famille royale des Pays-Bas était là et il n'a pas déçu là devant chez eux. Il y avait beaucoup de pression pour ce week-end-là, mais il a réussi malgré tous les intempéries. Là, on a eu de la pluie après le premier tour, les voitures se sont élancées en piste, on pensait être capable de survivre à la pluie pendant quelques minutes. Finalement, à peine un tour de compléter, la pluie tombait déjà. Ça a été la course de savoir qui allait rentrer aux pluies, mettre les pneus intermédiaires en premier. Il y a eu une erreur de la part de Mercedes. On a commencé en médium en pensant gagner du terrain sur les autres quand que pourtant tout le monde était au courant qu'on aurait de la pluie. Donc du côté de Lewis Hamilton, on aurait sûrement dû commencer en gomme tendre pour essayer de gagner un peu plus de position au départ. Finalement, il était en médium, donc il n'a pas réussi vraiment à se faire justice tout de suite. Finalement, il a réussi à rattraper un peu au cours de l'épreuve, mais ça a été une petite erreur. C'était le seul, je pense, c'était le seul pilote qui a décidé de partir en médium quand tout le monde avait favorisé les gommes tendres pour le premier tour avant de rentrer et mettre les gommes intermédiaires. Quand je vous dis que ça a été un peu une compétition de qui allait rentrer en premier, c'était qui voulait prendre la décision de changer. Eh bien, c'est Sergio Perez qui a décidé, lui qui s'est lancé de la 7e position, de dire moi je rentre, je m'en vais mettre les gommes intermédiaires. Il y en a qui ont suivi par la suite. Verstappen lui a resté en piste, Norris a resté en piste. George Russell aussi, ça lui a permis de gagner plusieurs positions au départ. Donc une fois que Perez a réussi à rentrer, regagne le peloton en gomme intermédiaire, mais il a gagné énormément de temps. Donc, même si ça lui a coûté 22 secondes ou tout près de 23 secondes, cet arrêt au puits-là, il réussissait déjà à peine en un tour à rattraper le peloton. Il s'est retrouvé à mener l'épreuve. Donc, c'est lui qui a eu la tête de l'épreuve à partir du environ 2-3e tour. C'était déjà lui qui était là. Max Verstappen a dû rentrer, lui, mettre les gommes intermédiaires après. Même chose pour Alonso qui a suivi. Norris et Russell, on a resté en piste. Ça a été une erreur. On a pensé qu'on était capable de survivre cette pluie-là et de garder les combinaisons de gomme sec, mais c'était pas le cas. C'était beaucoup trop trempé. Donc, erreur du côté de Lando Norris et de McLaren de ne pas vouloir rentrer tout seul. Même chose pour George Russell. Ça nous a coûté cher. Ça a coûté plus cher à Russell à Lando Norris dans cette épreuve-là. Vous allez le voir par le classement final que je vais vous donner dans quelques instants. Donc, à ce moment-là, ça doit donner place à des discussions aussi parce que on a Sergio Perez qui rentre en premier. Super bonne décision. C'est
c'est lui qui a dit à l'écurie, je rentre, je m'en viens chercher les gommes intermédiaires. Par exemple, c'est pas la même situation quand tu es premier dans l'épreuve. C'est pas évident. Quand tu es premier dans l'épreuve, c'est la place qui est la plus dure de dire, est-ce que je concède la place, la position de tête pour aller tout de suite mettre des pneus en premier ou j'attends que les autres réagissent et je vais égaliser ce que les autres ont fait. Mais c'est ce que Verstappen a choisi. Il n'a pas voulu aller au puits tout de suite. Il y a aussi la raison qu'il y a 20 voitures qui voulait aller au puits en même temps, puis c'est la ligne des puits la plus petite après Monaco, celle de Zandvoort. Donc c'est pas toutes les voitures qui peuvent rentrer au puits en même temps. Donc on a essayé d'éviter un peu le trafic du côté de Red Bull et Verstappen. On sait qu'on a, en étant l'équipe qui a gagné le championnat des constructeurs l'année dernière, on a le premier garage en rentrant des puits. Donc à ce moment-là, si Verstappen rentre le premier, eh bien les autres voitures continuent de rentrer. On a vu un peu la situation avec Sergio Perez quand il a voulu ressortir des puits, il y avait des voitures qui rentraient, donc il ne pouvait pas ressortir de sa boîte. On a voulu un peu éviter ça du côté de McLaren. Il a dit à son ingénieur, non, je rentre pas tout de suite. Finalement, il a dit, finalement, là, il faut rentrer, il pleut trop. Fait il est rentré sur le tour suivant. Quand il a regagné la piste, il était déjà rendu environ à 16 secondes de retard sur la tête de Sergio Perez. Sergio Perez avait la tête et il y avait beaucoup d'avance. Le temps que les autres rentrent, tout ça, il s'est retrouvé en 4e position derrière Gasly. Verstappen, il a réussi à gagner. Les avantages qu'il était capable d'aller chercher à chaque tour, c'était énorme. Là. Il y a un tour, là, donc je vous parle, à un moment donné, c'était descendu environ à 14 secondes, mais il y a en un tour, environ en 3 tours, il a gagné environ 7 secondes à un moment donné sur Sergio Perez pour regagner la tête. Donc c'était énorme. Lui, il roulait vraiment un train d'enfer, il était beaucoup plus rapide que son coéquipier. Donc du côté de Red Bull, ce qui a laissé place à certaines discussions, excusez-moi, pardonnez-moi, du côté de Red Bull, c'est qu'on a décidé de rentrer Max Verstappen avant Perez. Quand la piste s'est asséchée, c'était le temps de passer en gomme sec. Et là, c'est Verstappen, du côté de Red Bull, on a appelé Verstappen en premier. Ce qui lui a permis de faire l'undercut, qu'on appelle en anglais. Donc, c'est de regagner la piste avant son coéquipier. Et là, on soutire un temps plus rapide parce qu'on est en gomme sec pendant que lui continue de performer en intermédiaire et perd du temps sur son tour. Donc, il a suffi de ce tour-là, plus du temps que Verstappen avait gagné, pour que quand Perez a rentré et qu'il a voulu regagner la piste, mais il s'est retrouvé 2e derrière Verstappen. Donc, à ce moment-là, comme je disais, ça a donné place à la discussion. Certaines personnes se demandaient, ben là, on a désavantagé Perez, pourquoi qu'on a fait ça? C'est lui qui aurait pu rentrer en premier, pourquoi qu'on a rentré Verstappen en premier? Ben, il y a des raisons assez claires à aller chercher envers de ça. C'est que du côté de Red Bull, on nous a habitués dans les dernières saisons qu'on ne laisse pas une voiture plus lente devant une voiture rapide. On l'a vu au Grand Prix d'Espagne la saison dernière. On l'a aussi vu, bien sûr, en 2021 à la course à Abu Dhabi que Perez s'est tassé pour laisser passer Verstappen, mais c'est sûr, on est en bataille, en compétition pour le championnat à ce moment-là. Bien, on est déjà habitué chez Red Bull, on ne laisse jamais une voiture plus lente devant une voiture rapide. Ce qu'on ne fait pas chez Ferrari et ce qui cause beaucoup de casse-tête et beaucoup de mal à cette équipe-là, de jamais vouloir inverser nos pilotes quand un est plus rapide que l'autre. Mais là, on voyait Verstappen qui gagnait 7 secondes en 3 tours, qui avait fait fondre une avance de 14 secondes avec Perez. Donc là, à ce moment-là, on s'est dit, pourquoi laisser Perez à l'avant quand on sait que Verstappen va le rejoindre, il va devoir le dépasser. Ça peut causer des accrochages, ça peut aussi retarder Verstappen. Donc à ce moment-là, on a dit, on fait rentrer Max avant, Max va regagner la course en pneus secs et on fera rentrer Perez après. Et puis, de cette façon-là, aussi, selon le calcul stratégique, on s'est aussi assuré qu'on aurait nos 2 voitures en première et en 2e position. Quand on a fait le calcul autrement de vouloir rentrer Perez avant et Verstappen par après, le calcul que ça nous donnait, ça c'était une information qui a été révélée par Christian Horner, le côté stratégique avait révélé que c'était peut-être plus facile d'entrevoir qu'on regagnerait la piste en première et en 4e position. Donc, le calcul est facile à faire. Si on arrête d'une certaine façon, puis on est capable de s'assurer d'être premier, 2e, mais c'est sûr que les équipes vont favoriser cette stratégie-là plus que de se regagner la piste en première et en 4e position. Donc, il y avait ce côté-là aussi. Et l'autre côté de ne jamais laisser une voiture plus lente devant une voiture rapide. Perez a soulevé la question, ben là, pourquoi vous avez laissé Max aller au puits avant moi? Nanana. Mais écoute, Sergio Perez, il faut que tu te regardes un peu dans le miroir. Tu avais 14 secondes d'avance. Qu'est-ce que tu as fait avec ces 14 secondes d'avance-là? Pourquoi il a fondu en dedans de 10 tours? Tu n'avais pas le rythme pour rester en place. Tu te serais fait dépasser de toute façon. Je pense qu'il l'a compris à la fin de la course. Là. On lui a sûrement montré les statistiques pour dire, écoute, oui, tu avais de l'avance, mais lui, il s'en venait te chercher, puis ça n'aurait pas été long qu'il aurait été à côté de toi parce qu'il a gagné 7 secondes sur 3 tours à un moment donné. Fait que c'était, à la fin, là, quand on a rentré Verstappen au puits, là, le 14 secondes était rendu 2 secondes d'écart entre lui et la tête. Donc, c'était une question de temps avant que cette position-là, Perez ne plus la perdue. Puis de toute façon, cet arrêt au puits-là l'a quand même fait progresser de la 7e place à la 2e position.
Donc, il s'est passé beaucoup de choses dans ce Grand Prix-là. Ça, c'est une des choses qu'il y avait à expliquer, qui a été une grosse décision de décider de rentrer avant. Je vous donne un peu comment ça s'est terminé. Là. Il y a eu beaucoup de choses, comme je vous dis. Mais le classement final, c'est Max Verstappen qui a réussi, excusez-moi encore, qui a réussi à gagner cette course-là malgré des intempéries. On a eu de la pluie en fin de course. On a eu un drapeau rouge à cause que Joe a frappé le mur. On a eu une relance derrière la voiture de sécurité. Donc, il s'est passé énormément de choses. Et cette première position-là aurait pu être perdue à plusieurs reprises. Il a fallu qu'il garde vraiment son sang-froid pour être capable de sécuriser cette victoire-là. Donc, chapeau à Max Verstappen. Devant chez eux, on sait qu'il y a beaucoup de pression à ce moment-là. Quand tu arrives chez toi de performer, on l'a vu par le passé, nous-mêmes, ici au Grand Prix de Montréal, quand Jacques Villeneuve venait nous rendre visite, on voulait toujours qu'il gagne le Grand Prix. Il se passait toujours quelque chose avec la pression, une erreur, un frappe le mur des champions. Donc, gagner à la maison, c'est pas facile. On le voit aussi avec Charles Leclerc. À toutes les fois qu'il s'en va à Monaco, il se passe toujours quelque chose. Max Verstappen, c'est la 3e fois d'affilée. Il est toujours invaincu chez lui à Zandvoort. Et malgré la pression, malgré tous les partisans qui sont là pour le voir gagner, malgré qu'il domine le championnat, qu'il se battait pour un record aussi, parce que cette victoire-là lui a donné une 9e victoire consécutive. Il est le 2e dans l'histoire à faire ça, avec Sébastien Vettel, qui était aussi un pilote Red Bull, qui avait accompli l'exploit. Donc, il y avait un record en jeu, il y avait toutes ces choses-là, puis il a quand même une fois, il n'a pas fait d'erreur, il a réussi à surmonter cette pression-là et sécuriser une 9e victoire consécutive, garder la fiche parfaite de Red Bull en 2023. Donc, chapeau à Max Verstappen, c'était pas facile comme Grand Prix. On l'a dit, Zandvoort, c'est une montagne russe. C'est une place qui ne permet pas d'erreur. C'est vraiment un circuit de pilotage, de technicien. Et encore une fois, il a vraiment surmonté l'épreuve et il a réussi à sécuriser cette victoire-là. Chapeau aussi à Fernando Alonso, que vous avez voté comme pilote de la journée. Il n'y avait pas, moi, selon moi, là, il n'y en avait pas de mauvaise réponse lors du week-end. C'est pour ça que je vous ai donné beaucoup de choix de réponses sur le pilote de la journée, parce que ça aurait pu aller un peu partout. On aurait pu le donner à Verstappen pour les raisons que je vous ai données, que c'était tellement facile de faire une erreur lors du week-end ou de succomber à la pression. Il ne l'a pas fait. Fernando Alonso, même chose. Il a vraiment surmonté toutes les épreuves qui s'est présenté à lui lors de cette course-là. Il a réussi à soutirer le meilleur de sa Aston Martin. Il a fait le dépassement de la journée aussi en début de course aux dépens de George Russell à l'intérieur. On voyait là, Alonso prenait même pas la même trajectoire que les autres. Il plongeait à l'intérieur des virages. C'est pas facile à faire. Il faut vraiment avoir une grande confiance en soi et en confiance de la voiture. Donc, chapeau à Fernando Alonso. C'est lui que vous avez voté comme pilote de la journée. Il le mérite entièrement. Il a aussi eu le pilote de la journée par les fans de la Formule 1 avec 20% des votes. Donc, mais comme je vous dis, il y en avait plein de personnes qui se seraient mérité ce titre-là, cette journée-là. Là. On a déjà nommé Verstappen, Alonso, mais sans oublier Pierre Gasly qui a commis une course incroyable. Oui, il y a eu une pénalité de 5 secondes, mais il a quand même réussi à revenir et finir 3e, signer son premier podium pour l'écurie depuis qu'il s'est joint à l'écurie Alpine. Oui, il avait fini 3e, mais c'était dans une course sprint, donc normalement on ne considère pas ça comme un podium en début de saison, mais là, c'est un vrai podium, il a réussi à finir 3e. Là, pour les gens qui n'ont pas vu la course, vous allez me demander comment ça Sergio Perez, il est pas là, il est pas 2e, 3e. Ben, il y a eu une série d'erreurs pour Sergio Perez en fin d'épreuve. Il a perdu le contrôle quand la pluie a commencé à tomber forte. On a eu un déluge dans les derniers tours, donc il a eu un accrochage. Après ça, quand il a voulu rentrer au puits, il a aussi cogné le mur, puis en plus, il a fait de la vitesse dans les puits. Donc, une série d'erreurs qui lui ont coûté cette 2e position-là qui semblait bien acquise. Bien, ça l'a relégué là. Il a aussi rentré dans les puits. Chez Red Bull, on l'a appelé dans les puits. Finalement, il y a eu le drapeau rouge, donc il s'est retrouvé coincé là. Mais avec la manière que ça fonctionne en Formule 1, quand il y a un drapeau rouge, mais on retourne au classement qui était un tour avant qu'on donne le drapeau rouge. Donc à ce moment-là, on l'a repositionné en 3e place à la relance. Mais il s'est vu à la relance, on a dit « Ah, t'as fait de la vitesse dans les puits », donc on lui a mis une pénalité de 5 secondes. C'est ce qui a donné la 3e place à Pierre Gasly. Mais Gasly, oui, il a gagné une position à cause de cette pénalité-là, mais toute la course, il a été vraiment excellent. Il y a même eu des bagarres avec Carlos Sainz tout au long de la course avec la Ferrari. Il réussissait à résister aux attaques de Sainz. Donc, il nous a vraiment donné une bonne course. C'est un autre qui aurait pu mériter le titre de pilote de la journée. J'ai vu d'ailleurs des personnes qui ont voté pour Pierre Gasly. Il faisait partie des personnes qui se seraient mérité le titre aussi. Carlos Sainz, c'est un autre aussi qui a connu une très très bonne course. Beaucoup d'actions, beaucoup de dépassements, beaucoup de bagarres en piste. Et il n'a pas lâché. Des fois, à un moment donné, il s'est retrouvé, on dit, il était peut-être en mauvaise position, mais il a réussi à remonter. Donc, chapeau à Carlos Sainz, une très, très belle performance lors du week-end de sa part. Lewis Hamilton, lui, qui a terminé 6e. On sait qu'il avait été pénalisé. Pas pénalisé, mais je veux dire,
dans le fond, il a été pénalisé par Tsunoda parce que il l'avait bloqué en qualification, donc il a dû se contenter d'une 13e position pour s'élancer dimanche. Il a quand même terminé 6e, donc chapeau à Lewis Hamilton. Ça a été aussi une belle course, il y a eu des belles bagarres. Il a été avec Lando Norris, il a fait des dépassements, à un moment donné, il a été pris derrière Yuki Tsunoda, donc il s'est passé beaucoup de choses pour Lewis Hamilton. C'est aussi un pilote que certains d'entre vous ont voté pour lui comme pilote de la journée. Il faisait partie des candidats qui auraient pu se mériter le titre. Lando Norris, lui, ça a été malheureux pour lui. Hein. Vraiment, il a voulu rester en piste. On n'a pas appris du côté de Lando Norris de son erreur qu'il avait faite en Russie il y a quelques saisons où il dominait, il était le premier dans l'épreuve, puis il n'a pas voulu rentrer quand la pluie a tombé. Finalement, il s'est retrouvé à perdre toutes les positions et c'est Max Verstappen qui était venu le rejoindre pour gagner l'épreuve. Donc, ça aurait pu être la première victoire de Lando Norris à ce moment-là, la saison dernière en Russie, mais il l'a perdu à cause de cette décision-là. Il était trop long à rentrer pour changer ses pneus. Un peu trop téméraire de dire « Ah non, moi je vais rester avec mes gommes tendres dans la pluie, ça va passer. » Mais finalement, ça coûte tellement de temps que sa course est un peu bousillée. Mais c'est ce qui... Moi, je trouve que ça a été le grand perdant du week-end. Oui, il a terminé 7e, mais normalement, au début de la journée, c'était supposé être un podium. Si on se fie à tous ces temps lors du week-end, de la part de McLaren, il était vraiment une personne qui aurait pu peut-être même penser gagner cette course-là, mais du moins finir deuxième. Puis on a un peu bousillé ça avec ces mauvaises décisions-là. C'est là qu'on voit, hein, c'est pas évident. Oui, là, McLaren en début de saison, on n'avait pas une bonne voiture. On a des bons pilotes. On a peut-être, moi selon moi, on a le meilleur duo de pilotes en Formule 1 présentement. Mais c'est si vous me permettez l'expression, c'est un package gagné en Formule 1. Oui, ça prend la bonne voiture, oui, ça prend des bons pilotes, mais ça prend aussi toute une bonne équipe de stratégie. Quand on voit Red Bull gagner week-end après week-end, il y a tellement de places où on peut faire une erreur et on le voit avec McLaren. Là, la voiture est bonne, on a 2 bons pilotes, mais du côté stratégie, il y a des petites erreurs qui peuvent arriver comme ça qui font que c'est pas si facile que ça. C'est pas certain que parce que ta voiture est dans les plus rapides que tu vas finir sur les podiums. On l'a vu, il a terminé 7e. Albon, un autre pilote qui aurait pu avoir le titre de pilote de la journée, Alex Albon à bord de sa Williams, a terminé 8e, une très très belle course, des beaux dépassements, il a resté longtemps sur ses pneus aussi, vraiment chapeau à Alex Albon pour ce week-end-là. Oscar Piastri, un gars qui nous a donné des dépassements spectaculaires, il fait aussi partie des candidats qui auraient pu avoir un vote pour pilote de la journée, ça aurait été excusez-moi encore, ça aurait été parfaitement plausible pour quelqu'un de voter pour Oscar Piastri, car il a connu, il nous a donné un bon spectacle, il a fait des bons dépassements. Oui, il a terminé seulement que 9e, mais on sait que c'est encore une recrue, puis il nous donne, il a pas peur, là, il se comporte comme un vétéran, Oscar Piastri. J'ai pas de misère à croire qu'on pourrait considérer Oscar Piastri un jour comme étant un futur champion du monde, avec ce qu'on nous démontre seulement à sa première saison de Formule 1, quand on peut prendre en considération qu'il risque de continuer à s'améliorer, continuer de prendre de l'assurance, de la confiance et surtout de l'expérience. Donc, Oscar Piastri est à vraiment surveiller dans les prochaines saisons. Si vous avez un pilote à choisir là, comme votre pilote favori, quelqu'un qui aspire à beaucoup en Formule 1, ben, je vous conseille Oscar Piastri parce que l'avenir devant lui est très, très, très... Ça va être très brillant pour lui. Esteban Ocon, un bon week-end encore. On peut dire en qualification, ça a été moyen, mais après ça, en course, il y a eu des bonnes bagarres. Après ça, c'est ça, il a fini 10e. Est-ce que j'aurais donné un vote de pilote de la journée? Non, mais on doit souligner son travail. Quand même, il a bien fait pour terminer 10e. Tout le monde, la course, c'était une place à erreur avec les températures, avec tout ce qui s'est passé. Donc, de terminer dans les points, chapeau à tous les pilotes qui ont réussi à accomplir ça, c'était pas évident. Lance Stroll, c'était pas une grande course pour Lance Stroll. On a eu des mauvaises stratégies autant du côté d'Aston Martin. Puis à un moment donné, il roulait en dernière position. Il se promenait avec Liam Lawson, qu'on sait que c'était sa première course. Donc à ce moment-là, ouais, c'est ça. C'était pas la meilleure course de Lance Stroll, mais il est parti 11e, il a fini 11e, donc c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à en tirer de ce week-end-là de sa part, mais il faut quand même garder en perspective que oui, ça n'a pas été un grand week-end de lui, mais il y a aussi eu des erreurs stratégiques de la part d'Aston Martin. Mike Crack le disait justement en entrevue après que c'était pas la meilleure stratégie qu'on a fait côté pneus. On l'a pas emmené au meilleur moment pour les pluies. Donc on n'était pas vraiment dans notre meilleur élément ce week-end-là du côté du garage à Lance Stroll, du côté Alonso, ça s'est très bien déroulé encore. Liam Lawson, Nico Hülkenberg, 12e. Liam Lawson, à sa première course en Formule 1, premièrement, il a réussi à la compléter. Avec tout ce qui s'est passé, ça aurait été facile pour lui de commettre une erreur, d'avoir un accident. C'est vraiment, je pense que c'est le pire week-end possible pour une recrue. Pour débuter ta carrière, tout ce qui s'est passé, c'est la pire chose. Là. On sait qu'il n'était pas prévu qu'il course
jusqu'à temps que Ricardo ait un accident vendredi. Et là, finalement, on dit saute dans la voiture. Samedi, il y a des périodes de qualification. En plus, c'est Zandvoort, c'est un circuit difficile. Là, finalement, on a la température qui se met de la partie. Dimanche, un Grand Prix vraiment rempli d'action avec beaucoup d'éléments, autant la température, les accidents, les neutralisations, le drapeau rouge. Donc, de garder son sang-froid et de compléter l'épreuve 13e sans faire d'erreur. Bravo à Liam Lawson. Il y a même eu une pénalité de 10 secondes, donc de se retrouver 13e pareil. Chapeau à lui. Valtteri Bottas, 14e. Yuki Tsunoda, très bon week-end. Erreur stratégique d'Alpha. Très bon week-end. On enlève la pénalité de samedi, bien entendu. Mais il y a eu une erreur d'AlphaTauri. On l'a laissé en piste beaucoup trop longtemps. À un moment donné, on a un peu bousillé sa course. Là. Il réussissait à résister aux attaques de Lewis Hamilton, de Lando Norris, mais on l'a jamais appelé au puits. Si on l'avait appelé, on aurait pu finir beaucoup mieux au classement. Donc, erreur stratégique de la part d'AlphaTauri qui a coûté beaucoup à Yuki Tsunoda, qui a dû se contenter d'une 15e place. 16e pour Kevin Magnussen. George Russell a dû se retirer. À la relance, il était un peu trop agressif. Il s'est accroché avec Lando Norris. Il y a eu une crevaison, donc il a dû retirer la voiture. Donc, il fait partie des voitures qui n'ont pas complété l'épreuve. Lui, avec Joe, j'en avais parlé un peu plus tôt, il a frappé le mur. Donc, ça l'a fait une neutralisation avec le drapeau rouge. Charles Leclerc n'a pas terminé l'épreuve aussi. Il a fait une sortie de piste. Il est allé dans le bac à gravier. Il a endommagé son plancher. Il a dû retirer la voiture à un certain temps. Ça valait plus rien, là. Ça donnait rien de poursuivre. Il s'est même fait dépasser par Liam Lawson facilement dans un virage. Donc, on a décidé de retirer, d'arrêter l'humiliation là du côté de Ferrari, de retirer Charles Leclerc. Logan Sargent, même chose. Lui, il a eu encore une fois une collision. Mais on est sous enquête chez Williams. Là, on dit que c'est pas nécessairement la faute de Logan Sargent, qui se serait passé quelque chose d'anormal avec la voiture. Donc, il faut pas être trop sévère avec Sargent. On peut mettre ça sur sa faute pour samedi. Mais dimanche, on n'a toujours pas les conclusions de cette enquête-là du côté de Williams. Peut-être qu'on va en savoir plus, peut-être que non. Mais c'est sûr que c'est pas facile pour lui. On l'a vu, il a même pas voulu aller dans les paddocks. Il a préféré s'asseoir sur une chaise une chaise de plage là, pliante. Il s'est trouvé une place, puis il a regardé la course de là. Donc, il semblait un peu découragé, le pauvre Logan Sargent. Là. Ça avait pas l'air d'être facile pour lui. On sait qu'il joue gros, hein. C'est son avenir en Formule 1 qui est vraiment en étude présentement, donc c'est pas l'idéal, là, 2 accidents en 2 jours, quoique même celle dimanche ne serait pas de sa faute, mais quand même, c'est pas l'idéal dans ce moment-là. Donc c'est ce qui conclut le Grand Prix de Zandvoort. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé cette course-là. Du début à la fin, on savait pas qu'est-ce qui allait arriver, on savait pas qui allait être en mesure de gagner cette course-là. Tout pouvait arriver d'un moment à l'autre, donc c'est le genre d'épreuve qu'on aime. Je pense que ça vous a plu aussi, si je me fie aux commentaires que j'ai pu lire sur notre page Facebook de F1 Podcast. Mais Zandvoort, j'ai déjà hâte à l'an prochain. C'est vraiment, ça devient, comme on disait un peu au début, c'est une destination qui devient vraiment une place sur le calendrier qui nous donne beaucoup de spectacles. Donc, vraiment intéressant. Je suis vraiment content de la Formule 1. On a ajouté des circuits dans les dernières saisons. Donc, c'était une bonne idée de retourner à Zandvoort. C'est un circuit mythique qu'on allait là dans le temps de Gilles Villeneuve. On se rappellera, il avait complété une épreuve sur 3 roues à Zandvoort. Donc, c'est très intéressant. Donc, un bel ajout au calendrier pour le spectacle. Ça n'a pas déçu. 3e victoire de suite pour Max Verstappen. On va voir la saison prochaine s'il va être capable de garder cette fiche parfaite-là. Pour l'instant, il est le roi chez lui à Zandvoort. Maintenant, passons à la période de vos questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou notre adresse courriel f1podcast en un mot @gmail.com. La première question nous vient de Terry de Belleville en Ontario qui nous écrit « Pourquoi est-ce que c'est inscrit Ferrari sur les marges du podium même quand l'écurie italienne ne s'y retrouve pas? » Eh bien, c'est une bonne question, Terry. Ferrari, c'est la marque du vin mousseux qu'on utilise désormais en Formule 1 dans une initiative pour réduire les coûts. On a changé la marque. Avant, on utilisait du vrai champagne de la marque Carbone. Maintenant, on est allé avec une marque italienne. Donc, ce n'est pas du champagne. On sait que quand ça ne vient pas de la région de Champagne en France, on appelle ça un vin mousseux. Sachez que cette marque Ferrari-là n'a aucun lien avec l'écurie italienne ou la marque de voiture qu'on connaît. Ça vient du même pays, mais ça n'a pas de lien directement. Pour vous donner une petite idée comment on a réduit les coûts, ben une bouteille avant qu'on s'aspergeait avec ça sur le podium de la marque Carbone, qui était du vrai champagne, on parlait de 3000 $ l'unité. Maintenant, on parle de 300 $ l'unité.
Pour vous donner une petite idée un peu plus près ici, là, mettons au Québec, dans une SAQ, pour un 750 millilitres de la marque Ferrari, vous allez devoir débourser environ 25 $ pour vous en procurer un, pour vivre un peu l'expérience F1. Et si vous voulez vivre l'expérience que les pilotes avaient avant 2021 avec la marque Carbone, ben vous allez devoir débourser aux alentours de 375 $ pour un 750 millilitres. Donc, c'est la raison pourquoi on peut lire Ferrari sur les marches du podium maintenant en F1. Jusqu'à 2025, ça sera la marque utilisée. La deuxième question nous vient de Christian de Moncton au Nouveau-Brunswick qui nous écrit « Bonjour Martin, merci et félicitations pour votre balado. Je vous écoute à chaque semaine. Je regarde la Formule 1 depuis les années 80 et vous réussissez tout de même à m'apprendre quelque chose à chaque épisode. » Eh bien, merci beaucoup Christian pour les bons mots, ça fait vraiment plaisir. Et puis, je pense que c'est pareil un peu pour tout le monde. Hein. C'est un sport qui évolue tellement, on pourrait dire même de semaine en semaine. Il y a tellement de changements, il y a tellement de détails techniques à connaître que quelqu'un qui voudrait prétendre tout savoir sur la Formule 1, je pense que c'est complètement impossible. C'est un apprentissage en continu. C'est ce qui rend ce sport-là aussi intéressant. Eh bien, votre question était pourquoi, malgré que la pluie avait cessé, il n'y a pas eu de départ arrêté ce dimanche après le drapeau rouge? Eh bien, c'est une bonne question. Je pense pas qu'il y a une réponse directe à ça. C'est plutôt du cas par cas. Mais je vais vous donner les grandes lignes qui pourraient motiver ce genre de décision-là. Si jamais les commissaires décidaient que un côté de la piste, donc un côté de la grille était plus asséché que l'autre côté, ils pouvaient concéder un avantage aux voitures qui seraient d'un côté de la grille. Bien à ce moment-là, on va décider de relancer l'épreuve derrière la voiture de sécurité pour être sûr qu'il n'y ait pas juste un côté du peloton qui ait cet avantage-là. Ça, c'est une des raisons qui pourrait motiver ce genre de décision-là. L'autre chose aussi qui pourrait rentrer en ligne de compte, c'est si jamais là en fin de semaine, je pense que c'est ce qui s'est produit, c'est qu'on a eu un peu peur qu'il restait pas beaucoup de tours. On a eu peur que des écuries qui soient un peu à l'arrière ou les voitures qui sont à l'extérieur des points prennent des plus grands paris, là, qu'on soit beaucoup plus agressif dans le premier virage pour tenter de gagner des positions. Un peu, on pourrait dire qu'on est dans le fond qu'on est all-in, là, de dire moi là, je suis 12e, j'essaie de gagner 4 positions pour absolument rentrer dans les points, puis que ça provoque un plus gros accident, que ça provoque un autre drapeau rouge. Donc, on n'a pas voulu aller là, un peu comme ça avait fait en Australie, là, quand on aurait fait la relance, ça a fait un gros accident, puis finalement, on est obligé de terminer l'épreuve derrière la voiture de sécurité. Donc, je pense que c'est une des autres raisons qui pourrait motiver ce genre de décision-là, mais il n'y a rien vraiment dans le livre qui dit c'est ça, ou en tel cas, on va prendre cette décision-là. Donc, c'est vraiment au jugement des personnes qui sont en charge de l'épreuve lors d'un week-end donné. C'est eux qui vont rendre la décision en bout de compte. Est-ce qu'on aurait dû avoir un départ arrêté ce week-end-là? Oui, je pense que ça aurait provoqué probablement des accidents, puis on aurait eu un autre drapeau rouge. Mais en ce moment-là, on a eu une relance derrière la voiture de sécurité qui n'est pas toujours nécessairement l'idéal non plus pour le spectacle. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 28 août. Merci d'avoir fait confiance à F1 Podcast. Notre prochain rendez-vous sera vendredi après les séances d'essais libres en marge du Grand Prix de Monza en Italie. D'ici là, faites sûr de nous suivre sur Spotify et Facebook pour ne rien manquer des développements dans le monde de la Formule 1. Merci et bonne semaine!